18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Elle marque un tournant stratégique pour le continent. L'initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique est au cœur de la réunion ministérielle de coordination à Marrakech. Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad s'engagent à matérialiser leurs ambitions au sein de ce nouvel espace de croissance. Nous en parlerons avec un expert. Tourisme, c'est parti pour l'affluence de la haute saison à Agadir. La cité ne désemplit pas. À la veille des fêtes de fin d'année, elle enregistre de massives arrivées nationales et internationales. Un véritable rush. Les professionnels se frottent les mains. Bonsoir. Favoriser l'accès des États du Sahel à l'Atlantique, une initiative royale au cœur d'une réunion ministérielle de coordination à Marrakech. La rencontre réunit à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, les chefs de diplomatie du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad. La promesse d'un tournant stratégique pour nos pays dans le cadre d'un partenariat sud-sud prôné par Sa Majesté le Roi et dont c'est une brillante illustration. Boubkar Ben Ghabret avec notre envoyé spécial Nadia Moutena. À l'ouverture des travaux de la réunion ministérielle de coordination sur l'initiative internationale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a souligné que l'initiative de Sa Majesté le Roi et la promesse d'un tournant stratégique pour les pays du Sahel, portée par des solutions adaptées pour renforcer l'intégration et la coopération régionale, la transformation structurelle des économies de ces pays frères et l'amélioration des conditions de vie de la population sahélo-saharienne. L'objet de notre réunion aujourd'hui est de mener une réflexion active, collective et concrète sur comment traduire l'initiative royale dans la réalité, comment planifier sa mise en œuvre, comment l'inscrire dans la politique et stratégie nationale et comment mobiliser des partenaires autour de cette initiative internationale. Nous nous réunissons ici effectivement pour élaborer des propositions concrètes à soumettre à Sa Majesté le Roi et à ses frères chefs d'État des pays du Sahel sur les voies et moyens de mettre en œuvre cette initiative structurante. L'initiative royale a été annoncée dans le discours royal adressé à la nation à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Le souverain avait souligné, je cite, « Pour résoudre les difficultés et les problèmes auxquels se trouvent confrontés les États frères du Sahel, la solution ne peut être exclusivement sécuritaire ou militaire, mais elle doit se fonder sur une approche de coopération et de développement commun. » Que nous saluons à sa juste valeur. L'offre faite par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et pour laquelle, avec les autres pays frères du Sahel et sous les éclairages de nos plus hautes autorités, nous travaillerons à son appropriation. Offrir de l'eau, c'est offrir la vie, disait-on habituellement. Le Maroc a choisi d'offrir la mer à des États enclavés. Pour un État comme le Mali, vaste de plus de 1 200 000 km² et entouré par 7 voisins. Cette offre représente une opportunité sur bien d'aspects. Le Royaume du Maroc, avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tête, a décidé sans tambour ni trompette de se mettre à la disposition du Niger et de ses vaillantes populations. Comme le dit l'adage, c'est dans les difficultés qu'on connaît ses vrais amis. Et le Maroc est un vrai ami du Niger. Un ami de tout le temps qui sait être là dans les bons moments comme dans les mauvais moments. L'initiative royale s'inscrit dans le prolongement des efforts constants déployés par le Royaume du Maroc sous le leadership royal pour une Afrique prospère. L'initiative royale offre un potentiel sans précédent, porteur de solutions adaptées pour renforcer l'intégration et la coopération régionale, la transformation structurelle des économies de ces pays frères.
Cherkaoui Roudani, expert en relations internationales et géostratégiques, est notre invité plateau. Bonsoir professeur. Bonsoir madame, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Alors le discours royal à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte était annonciateur d'une vision géostratégique de dimension internationale pour l'Afrique. Comment se décline aujourd'hui la coordination de cette initiative royale à l'échelle du Sahel ? Mais écoutez, aujourd'hui, la réunion de coordination, et je peux dire de concertation avec les pays du Sahel, s'inscrit dans cette stratégie royale de la mettre en place, de cette initiative royale sur l'Atlantique, et d'inscrire les pays afro-atlantiques dans la géostratégie de l'Atlantique. Et de fait, aujourd'hui, donc, dans cette réunion de Marrakech, c'est une réunion qui, il y aura une discussion, qui a eu une discussion très profonde sur la manière et aussi sur les outils, les ambitions de chaque État, et aussi d'évaluer donc les besoins de chaque État par rapport à cette initiative royale, parce que il faut le dire, aujourd'hui nous sommes dans le deuxième acte. La première action de Sa Majesté, c'est le discours concernant le forum d'investissement sur les infrastructures en Afrique, qui a été le lendemain du forum de Marrakech. Donc et de fait aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une stratégie globale initiée par Sa Majesté pour inscrire les pays de l'Afrique subsaharienne et du Sahel, et notamment les pays du Sahel, dans une vision de développement global avec une vision pragmatique. C'est un tournant stratégique, comme il a été souligné par le ministre des Affaires étrangères marocain, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les pays de l'Afrique subsaharienne et du Sahel, c'est une zone d'influence stratégique pour les pays européens comme pour le Maroc. C'est la profondeur stratégique du Maroc. Et aussi parce que quand on voit les spécificités, que ce soit économiques ou bien ce qu'on appelle les indicateurs de développement économique, on voit que ces pays sont en recul. Depuis longtemps, le Maroc, il a élaboré toute une stratégie. Depuis 2000, Sa Majesté, il a annulé la dette des pays moins avancés dans le continent africain, y compris des pays de l'Afrique subsaharienne et du Sahel. Il faut savoir aussi que cette superficie des pays du Sahel, qui fait partie, équivaut à la superficie de l'Afrique de l'Ouest, connaît des mutations, que ce soit économiques, que ce soit aussi sécuritaires. Et aujourd'hui, la solution militaire ou sécuritaire n'est qu'une parcellaire, parce qu'aujourd'hui, il faut viser sur la manière de développer les choses. Le développement économique, c'est une vision globale et aussi une vision qui permettra de répondre à certaines questions qui sont substantielles, à plusieurs équations, que ce soit économique, que ce soit sociale. Avec la disparité qui existe entre le Nord et le Sud, Sa Majesté propose des solutions adéquates et cohérentes avec une vision effectivement géostratégique. Cette Justement, initiative professeur, atlantique. Au sein de cet espace atlantique, un tas de défis de développement sont à relever. La mise à niveau des infrastructures notamment, mais pas seulement. Et le Maroc se positionne en tant que facilitateur pour cerner tous ces enjeux. Lesquels, si on doit les rappeler, et puis de quelle manière ? Il y a des enjeux. La première chose, la condition sine qua non de la sécurité, c'est le développement économique. Donc c'est ça l'approche de Sa Majesté le roi Mohamed VI depuis longtemps. Et aujourd'hui aussi, nous sommes dans une approche qui a été initiée depuis longtemps, que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. On n'a pas besoin des solutions exogènes, on a besoin des solutions endogènes qui viennent des politiques nationales de certains pays du continent africain et notamment du Sahel. Aujourd'hui, le Sahel connaît des problèmes structurants. Il y a le problème de développement économique, l'agriculture. On parle maintenant que le 2/3 de la population du Sahel travaille dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, faute d'infrastructures, faute de moyens, faute de transition numérique, faute aussi de connectivité numérique, donc ces pays restent aux marges de développement que connaît le monde entier. Aujourd'hui, il faut le dire, 20% qui ont accès à l'électricité, 78% ils ont loin des installations d'assainissement. Donc aujourd'hui, effectivement, pour aller vers un développement durable qui tient en compte les besoins et aussi les problèmes que connaît le continent africain et notamment le Sahel, on a besoin d'une vision plus globale qui s'inscrit dans le court terme, le moyen terme et le long terme. Je pense l'initiative de Sa Majesté, c'est une initiative qui s'inscrit dans cette stratégie globale de mettre en place à l'échelle horizontale et verticale plusieurs initiatives donc de développement économique. N'oublions pas que le Maroc, depuis longtemps, dans le cadre du G5 Sahel, a été le premier
premiers contributeurs dans l'initiative de développement prioritaire dans les pays du Sahel. N'oublions pas que le Maroc partage son savoir-faire dans l'agriculture, dans l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, qu'on parle de l'énergie renouvelable, qu'on parle par exemple de l'action de Sa Majesté qui a été initiée donc dans le cadre et en marge du COP 21 qui a été tenu à Marrakech, le sommet de l'action en Afrique. Donc Sa Majesté a mis en place ce qu'on appelle la commission du climat du Sahel. Donc c'est une stratégie, moi je pense que c'est une vision globale qui est en train de se déployer dans l'espace et dans le temps pour inscrire les pays du Sahel dans une stratégie donc de l'Atlantique avec une vision plus promoteur. Nous ne sommes plus dans ce qu'on appelle l'afro-optimisme, mais au Maroc nous sommes dans l'afro-pragmatique, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes dans l'action pour accroître le renforcement de la réussite de ces pays de s'inscrire dans une vision de développement continental et aussi international. Et nous sommes devant une transformation structurelle des économies de ces pays frères. Elle ne peut en aucun cas faire l'impasse sur le méga projet gazoduc Maroc-Nigeria. Quelles seront les retombées de ce projet sur le décollage économique des pays de la bande atlantique? Vous savez, le pipeline du gazoduc du Nigeria passant par 14 pays de l'Afrique de l'Ouest vers le Maroc, vers probablement l'Europe de l'Ouest, c'est un projet géostratégique. Parce que aujourd'hui c'est un projet aussi de la paix, comme il a dit Sa Majesté le roi Mohamed VI dans un des discours royaux. Donc c'est un projet pour la paix et aussi c'est un projet aussi qui dans une vision de structurer l'économie d'un ensemble de pays. Parce que quand on parle du gazoduc du Nigeria, donc c'est un gazoduc qui va permettre de développer. La première chose c'est l'électrification. L'ensemble des pays manquent d'électricité. Je pense aujourd'hui nous sommes 2/3. Dans certains pays on arrive on trouve que plus que 50% de la population manque d'électricité. Aussi dans le niveau de l'agriculture, qui reste un domaine qui est très stratégique pour l'ensemble des pays, comme on vient de dire. 2/3 de la population du Sahel travaille dans l'agriculture. Aujourd'hui, dans la dynamique de trajectoire de développement du Sahel, nous sommes devant deux options. Soit qu'on va vers les fleurs du désert, on va créer tout un environnement opérationnel qui permettra de développer cette zone qui est stratégique pour le continent africain et pour l'Europe et pour la communauté internationale, soit qu'on va vers un scénario qui est pénible et qui est très difficile, qui est le scénario sahélistan. Donc surtout avec l'émergence des groupes terroristes. Aujourd'hui, la solution effectivement c'est d'accroître les potentialités, de développer économiquement ces pays-là du Sahel. Je pense que le gazoduc du Nigeria, passant par les pays de l'Afrique de l'Ouest vers le Maroc, vers l'Europe de l'Ouest, c'est un projet qui permettra de soulever et aussi de donner donc les chances d'accroître les opportunités de développer économiquement et socialement l'ensemble des pays qui va traverser le gazoduc. Et qui marque justement un tournant géostratégique majeur pour tous ces pays. Je vous remercie, Cheikh Kabir Oudani, expert en relations internationales et géostratégiques. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Sachez qu'un communiqué final a couronné les travaux de la réunion de coordination à Marrakech, communiqué dans lequel les ministres ont notamment exprimé leur gratitude à Sa Majesté le Roi pour cette initiative et pour l'offre du Maroc de mettre à la disposition des États du Sahel ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires. Les ministres ont exprimé l'adhésion de leur pays à cette initiative et convenu de créer une task force nationale dans chaque pays pour préparer et proposer les modalités de mise en œuvre d'initiatives. Et en marge des travaux de cette réunion ministérielle de coordination, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu une série d'entretiens bilatéraux avec ses homologues des pays sahéliens participants. Je vous propose d'écouter ces propos des chefs de la diplomatie nigérien et burkinabé. En mettant toutes ces infrastructures routières et ferroviaires à la disposition de nos pays, c'est un peu un projet qui reste dont les contours seront définis ultérieurement. Nous allons mettre une task force au niveau national qui va nous dire, qui va nous indiquer la meilleure manière de profiter de ces infrastructures marocaines. Ça tombe à pic, comme on dit, pour le Niger, parce que ça arrive à un moment où nous avons
nous sommes dans la dynamique justement de diversifier les ports à travers lesquels nous faisons nos importations. Et nous comptons surtout harmoniser notre position avec les autres pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. J'ai eu le plaisir d'échanger sur 2 sujets majeurs. Comme vous le savez, le premier concerne l'initiative royale et qui donne l'accès des pays enclavés à l'Atlantique. En tant que pays vivant sous le poids de la continentalité, le Burkina Faso ne pouvait pas être indifférent à une telle offre. Donc nous sommes là à ce titre. Et le deuxième sujet, naturellement, porte sur la coopération entre le Burkina Faso et le Maroc. Et comme vous le savez, c'est l'une des coopérations les plus dynamiques. Et nous avons saisi l'occasion pour passer en revue les axes majeurs d'intérêt partagé pour nos 2 pays. Son littoral baigné par l'océan Atlantique en fait un haut lieu du tourisme balnéaire. Agadir séduit par son climat doux, ses eaux bleu azur, sa marina et bien sûr son offre d'hébergement. Étrangers pour la plupart, ils sont nombreux à s'offrir les fêtes de fin d'année sous 22 degrés. Une fréquentation touristique exceptionnelle est observée en cette période de l'année. Ambiance dans ce reportage de Hajib Tamek, Abdrahim Filoul et Zakaria Moklimbillah. Sapins, guirlandes et décorations lumineuses. Cette unité hôtelière d'Agadir ne lésine pas sur l'aspect festif pour les beaux yeux de ses visiteurs. Et l'affluence est au rendez-vous. Pour la plupart des étrangers, ces touristes ont opté pour la perle du Sud. Pour certains, le choix d'Agadir est devenu presque incontournable. Ça fait 11 ans que nous venons. Les fêtes de fin d'année, nous avons participé plusieurs fois à faire la crèche. Au repas, tout est bien préparé, le personnel est dynamique, très à l'écoute, on est bien servi. On est venu pour les fêtes de fin d'année. Franchement c'est très bien, c'est bien décoré, il y a plein d'activités, c'est bien, on s'ennuie pas. Les animateurs sont très sympas. Je suis au Maroc pour surtout le climat, parce que je viens de la montagne en France. Je viens des Alpes et avec ma famille, on aime plutôt le soleil, la température assez chaude et douce. Ça permet de découvrir aussi d'autres cultures pendant les fêtes de fin d'année, d'autres paysages. Les unités hôtelières rivalisent de compétitivité et de créativité pour proposer des formules innovantes. Restauration, animation et programmation diversifiée. Autant de mesures mises en place pour accueillir 2024 comme il se doit. Pour cette année, à la fin de cette année, l'hôtel se prépare, comme tous les années, à programmer les activités de la fin d'année. Donc pour ce 24 de Noël, on a une grande fête en réunion avec tous les clients et toutes nos familles qui vont venir. Déjà, on est presque au complet, et avec des activités journalières, des activités du soir et de nuit. Grâce à son littoral, son climat tempéré et sa population accueillante, Agadir attire des touristes tout au long de l'année. La période des fêtes de fin d'année est particulièrement prisée. Les professionnels du secteur sont également au rendez-vous. Normal, une bonne partie de leur chiffre d'affaires est réalisée en cette période. Voilà qui confirme les chiffres positifs de 2023. L'activité touristique a fait carton plein cette année. Notez cette hausse spectaculaire des arrivées. Elle est de 13,2 millions de personnes en 11 mois seulement, dépassant le record absolu de 12,9 millions de touristes de toute l'année de 2019. Une vitalité sans pareil malgré le séisme d'El Haouz, une performance résultat d'une promotion efficace de la destination et de sa desserte aérienne, se félicite le ministère du Tourisme. Le point sur la situation à Gaza, bilan du 78e jour de l'offensive israélienne. Le Hamas fait état ce samedi de 201 personnes tuées durant ces dernières 24 heures. Lors d'opérations terrestres de l'armée israélienne, notamment dans la région de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Ce qui porte à 20 258 le nombre de Palestiniens morts depuis le début de l'offensive de l'armée israélienne. Le Hamas compte également parmi les victimes plus de 53 000 blessés.
Une situation humanitaire alarmante. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une résolution dans laquelle il demande de l'acheminement immédiat et sans entrave de l'aide humanitaire à la population civile dans la bande de Gaza. L'instance onusienne appelle à prendre des mesures urgentes afin de permettre immédiatement un accès humanitaire sûr, sans entrave et élargi, ainsi qu'à créer les conditions d'une cessation durable des hostilités. El resultado de la votación es el siguiente. 7 arbitres marocains désignés par la Confédération africaine de football pour officier lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Selon la Fédération royale marocaine de football, le Maroc domine la liste des 68 arbitres centraux, assistants et VAR retenus pour la prochaine CAN aux côtés de l'Égypte. Bouchra Kerboubi, arbitre internationale marocaine, se distingue en tant que seule femme parmi les arbitres centraux sélectionnés. Elle officiera en tant qu'arbitre central lors des matchs de la CAN aux côtés de ses compatriotes Jalal Jayed et Samir Gzaz. Mostafa Akerkad et Lehsen Azgaou ont été désignés en tant qu'arbitres assistants, tandis que Redouane Jayed et Zakaria Brizi occuperont les postes d'arbitre VAR. Puis cette brillante performance du cycliste marocain Achraf Karimi à Riyad. Le jeune coureur a été sacré aujourd'hui champion arabe du concours individuel général dans le cadre du championnat arabe de cyclisme sur route. Achraf Karimi s'est imposé en 3h 7 minutes 24 secondes, devançant au photo finish l'Algérien Bachir Chnafi, tandis que le bronze est revenu au Marocain Saad Ait Akbour. Et avant de vous quitter, je vous laisse admirer ces images qui nous viennent d'Italie et du Brésil. En cette période de fête de fin d'année, en festival de lumière éblouissant et de concepts époustouflants. Je vous laisse regarder. Et c'est sur ces belles images que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi votre édition. Le journal en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.